Sur les ronds-points, les gilets jaunes réaniment le débat démocratique et se réapproprient les symboles des révoltes fiscales du passé. Comme les révolutionnaires de 1789, ils rédigent des cahiers de doléances, liste de leurs souhaits et de leurs plaintes. « 400 000 pages, archivées dans les départements de France et destinées à leurs représentants. » Le pauvre peuple travaille incessamment. De son travail, il ne lui reste que la sueur et la misère. Tout s'emploie à payer les tailles, la gabelle et autres subventions pour votre majesté. La gabelle est à l'origine d'une multitude de révoltes fiscales, tout comme la taille, directement prélevée sur les revenus et sur le patrimoine. On crie qu'il faut exterminer ces sangsues du peuple. Il faut tuer tous ces leveurs de taille, tous ces receveurs qui ruinent la province. Pitot, Croquant, Nu-Pied, Jacques, Bonnet Rouge, tous sont en lutte contre le pouvoir. Ils n'ont rien à perdre et se heurtent de plein fouet avec les soldats du roi. Les jacqueries se succèdent, violemment réprimées. Elles ne dissuadent pas Louis XIV de créer de nouvelles taxes pour financer ses conquêtes et bâtir le château de Versailles, en réduisant le peuple français à la misère. En 1675, les bonnets rouges se soulèvent en Bretagne. La répression est féroce. Les clochers sont décapités pour avoir sonné le tocsin de l'insurrection. Le pouvoir royal ne lâche rien. La marquise de Sévigné s'en fait l'écho en se félicitant du nombre de pendus qui jalonnent les routes bretonnes. D'après elle, le peuple devrait avoir compris la leçon. À la fin du siècle, la dette atteint 110 millions de louis d'or. Pour la rembourser, le roi Louis XVI doit se résoudre à réformer. Il convoque les États généraux, réunissant la noblesse, le clergé et des représentants du tiers-État, mais ouvre alors la boîte de Pandore du consentement à l'impôt et de la représentation politique. La France, à l'époque, est un pays qui, un petit peu comme aujourd'hui, est passionné par la question de la réforme, mais qui ne réussit pas à la conduire vraiment. C'est cette incapacité à conduire la réforme fiscale, une réforme de justice, mais aussi une réforme d'efficacité, qui la conduit vers la révolution, qui n'est pas qu'une réforme, qui n'est pas qu'une révolte fiscale, mais qui est quand même en grande partie née d'un embrasement venu de l'injustice du système fiscal. Pour la première fois en Europe, le peuple a enfin voix au chapitre. Et il ne se fait pas prier pour prendre la parole et la retranscrire dans des milliers de cahiers de doléances envoyés à ses représentants aux États généraux. Que les impôts présents et futurs seront également répartis sur tous les citoyens de tous les ordres dans la seule proportion de leurs facultés et sans distinction de rang, de naissance et de privilèges. Les habitants de la ville d'Aigurande demandent la suppression de la corvée. Ils sont imposés à la somme de 1300 livres pour des chemins dont ils sont éloignés, tandis que tous les chemins qui aboutissent à leur ville sont affreux et impraticables. Ce qui réunit les écrits de 1789 et ceux de 2019, c'est la fiscalité. Le thème de l'égalité devant l'impôt est le plus abordé. Égalité de tous devant l'impôt. Chaque citoyen doit contribuer même une petite somme. Nous voulons la protection des biens communs, la fin des privilèges, le droit à la dignité. Stop aux impôts croissants et aux reculs sociaux croissants. La politique est notre affaire et nous nous unissons face à l'urgence sociale. Faire un travail de pédagogie sur les recettes et les dépenses publiques. On parle de tout. On parle économie, on parle politique, on parle argent, on parle chômage, on parle crise, on parle pétrole et on parle aux gens. On n'écoute pas les gens, on fait semblant de les écouter. Et ça, je crois que ça peut rendre les gens fous.
À l'issue des États généraux de 1789, la Révolution éclate. Le roi est décapité et la Première République naît.